Tous ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie ou qui ont eu la chance d'y séjourner se souviendront longtemps des vastes plaines de la côte ouest, des cascades et des forêts de la côte est, des massifs escarpés et austères de la Chaîne et des couleurs féeriques du lagon. Mais ils se souviendront aussi des montagnes décapées, des coulées de terre rouge, des balafres profondes au flanc des montagnes, car la Nouvelle-Calédonie est aussi un haut lieu de l'exploitation du nickel et de la métallurgie. C'est cette activité industrielle qui a fait entrer la Nouvelle-Calédonie dans la mondialisation avec tout ce qui caractérise le mode de vie occidental. Une consommation effrénée de produits importés, des montagnes de déchets, une surconsommation d'énergie fossile, la marginalisation d'une partie des populations et les problèmes liés à l'exclusion sociale. Ce sont aussi les activités minières et métallurgiques qui placent la Nouvelle-Calédonie dans le peloton de tête mondiale pour ses rejets de CO2. Mais la Nouvelle-Calédonie est aussi un pays où des femmes et des hommes portent des projets alternatifs, respectueux de la nature et des hommes. En marge des écrans médiatiques, ils agissent au quotidien pour promouvoir une qualité de vie à long terme et résister à la dictature du marché mondial. Nous avons voulu leur donner la parole pour que leur voix résonne du fond des vallées, comme autrefois. Les billons autour des terres de cases, dans les vallées et les taraudières abandonnées, au flanc des montagnes témoignent de pratiques agricoles anciennes. Depuis 3000 ans, les populations autochtones tirent de la mer et de la terre ce dont elles ont besoin pour vivre. Les poissons, les coquillages, les tarots et les ignames pour se nourrir. Les arbres de la forêt pour construire leurs cases. Les plantes pour se soigner, se vêtir, se reposer, rythmer leurs danses et nouer des alliances dans le cadre d'échanges coutumiers. Cette richesse de la diversité culturelle émane d'une sélection millénaire, en particulier pour les ignames et les tarots. Jusqu'à une époque récente, l'agriculture vivrière couvrait l'essentiel des besoins alimentaires des populations. La femme et puis l'homme, c'est l'igname puis le taro. Taro d'eau. Après, la famille à l'Inde, là, voilà, c'est la citrouille jusqu'aux citrouilles chouchoutes, là. Et les maniocs, les mokoués. Ma naissance, c'est parti juste au temps de l'indigénat. Mon fondement, c'est à la chefferie de Géliman, dans la porte des clans des gens de la forêt. Voilà mon fondement, elle est là. Je suis clan de la forêt, de la chefferie de Géliman. Géliman qui est le départ de l'ère Kharati. Voilà. De l'ère Kharati, le départ par rapport à l'arrivée de la marche des anciens avant. Ils arrivaient, c'était la forêt ici. Alors une taraudière qui est là-bas, la Cuiné. Taraudière de Cuiné. En combinant les méthodes traditionnelles et les principes de l'agriculture biologique, de nouveaux modes de production locaux et durables voient le jour. Au niveau de l'agriculture, là maintenant, on vise dans ce pays à l'autonomie alimentaire. Et si vraiment on arrive à travailler tous ensemble pour que les semences paysannes calédoniennes soient mises à profusion et à portée de main de chaque agriculteur qui veut faire du sain, ça sera bien plus facile pour l'autonomie alimentaire du pays, autonomie alimentaire saine je parle. Et on mangera sainement et il y a des pays qui ont fait leurs preuves sur ça. Et le durable, c'est avant tout donc être autonome en tout point et ne pas avoir d'intrants. Et on n'y revient plus là-dessus, on sait que c'est là et ça fonctionne, quoi. Après, c'est une logistique à mettre en place et des habitudes à changer. Et ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Consommer plus intelligemment, plus sainement, avoir vraiment zéro impact sur l'environnement. À partir du boom des années 60, l'attrait de la mine et des revenus salariés ont détourné une part importante des populations rurales. Aujourd'hui, 70% des denrées alimentaires sont importées, ce qui met en péril la souveraineté alimentaire du pays.
Pour répondre à une demande grandissante d'une population de plus en plus soucieuse de sa santé, le temps est venu de jeter les bases d'une agriculture de proximité, saine et respectueuse de l'environnement, en relocalisant la production et en organisant des circuits courts. En fait, moi je me suis lancé dans le bio parce que j'ai vu par mon expérience d'agriculteur chimique le danger que ça représentait, en premier lieu pour l'agriculteur et pour les gens qui travaillent avec lui dans les champs. En deuxième lieu pour sa famille et en troisième lieu pour les consommateurs. Et en plus, j'ai vu que cette voie chimique, elle était sans issue. Parce qu'en fait, elle t'obligeait toujours à mettre plus de produits chimiques. Donc comme tu es toujours dans un déséquilibre, tu es toujours obligé de trouver des béquilles pour corriger ce déséquilibre. Et les béquilles, c'est les produits chimiques. C'est pour ça que je ne crois pas du tout aux histoires d'agriculture, ou je ne crois plus du tout aux histoires d'agriculture responsable, entre guillemets, ou raisonnée, entre guillemets. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu es chimique, tu ne peux pas être autre chose. Donc tu es chimique. Et tu es toujours dans un état permanent de déséquilibre que tu es obligé de corriger. Donc tu es toujours obligé d'avoir du chimique. Moi, je me dis toujours, j'ai deux slogans à chaque fois qui me motivent un peu. C'est sans agriculture, pas de nourriture. Et notre terre est nourricière, cultivons sainement. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Pour qu'un jeune puisse se lancer dans ce milieu-là, il faut déjà qu'il soit passionné. S'il n'est pas passionné, c'est pas la peine parce qu'à la premier petit obstacle, il va se décourager. Il faut vraiment que quand il est devant ses animaux, ou il soit fasciné, quoi. Moi, c'est pareil. Le fait de planter une graine dans la terre et qu'elle germe et qu'elle pousse, je trouve ça magique. Je suis émerveillé devant ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment la passion. Il faut de la persévérance. Faut en vouloir. Et il faut se dire aussi, et surtout, que s'il n'y a pas d'agriculture, on ne mange pas, quoi. Le 4 novembre 2015, les tours de Saint-Quentin qui se dressaient depuis les années 70 dans un quartier périphérique de Nouméa se sont effondrés. Les autorités ont décidé de les détruire pour procéder à un réaménagement de l'espace. Nous voulons y voir aussi le symbole d'un changement d'époque. Moi je dis que des maisons en bois, on est bien, ça pourrait être une alternative au béton. Alors il y a d'autres alternatives que le nickel. Faire de la reforestation comme la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est 80 000 emplois. Et c'est sa 4e richesse nationale. Ils n'ont pas 1 kilo de nickel, ils vivent mieux que nous. Tout du renouvelable. Il y avait une richesse là, le nickel. Il faut remettre une autre richesse. Autrement, on appauvrit le pays. Dans un siècle, là, le pays va être pauvre. Un arbre comme ça, c'est 80 000 francs scié. Voilà. Et le pinus, à côté, il a le même âge. Voilà. Il sera bon dans 70 ans. Là, j'ai mis une journée pour planter la ligne, ça vaut 3 millions scié. C'est le bon Dieu qui a fait le travail. La maison est comme une seconde peau. Elle sert à nous protéger des intempéries. Dans les tribus de la Grande Terre ou des îles, la maison traditionnelle est la case, ronde ou rectangulaire, en paille ou en torchis, des matériaux que l'on trouve à proximité immédiate. C'est un espace où se concentre un ensemble de fonctions vitales: dormir, faire la cuisine, se nourrir, se divertir, se laver, jouer, apprendre, communiquer, prier. C'est aussi le foyer où se retrouvent les membres de la famille, où se tissent des liens, où on échange des informations, où on raconte des histoires. Avec cette modernisation, on commence à perdre nos repères, perdre notre vraie identité. Et ça, on essaye de monter toutes ces structures pour leur dire que rien n'est perdu. Il suffit seulement de vouloir et après d'agir pour pouvoir réaliser. Et c'est le cas en ce moment. On voit que voilà, on reprend encore les anciennes méthodes pour le cadre des enfants. Bien les prendre auprès, dès le bas âge, de la maternelle, les suivre auprès. Et ça marche. Et ça, il y a du concret. J'ai toujours été dans
dans les énergies dans tout ce qui est alternatif un petit peu, et puis mais dans un cadre social aussi. Pour moi, j'ai jamais délaissé le côté social de la chose. Pour moi, il était évident qu'il y avait un déséquilibre et qu'il fallait, par des solutions concrètes, répondre à des besoins. J'ai voulu faire la démonstration un petit peu qu'on ne doit pas toujours attendre des autres et qu'on ne doit pas que ce en quoi on croit, on doit le faire soi-même. Il faut pas dire aux autres qu'on veut faire quelque chose, qu'on est pour ceci ou pour cela, si on le fait pas soi-même. Déjà au départ. Et moi, j'avais besoin de faire. Quand j'étais jeune aussi, j'ai voulu faire un bateau aussi. Donc j'ai pas fait mon bateau. Bah, c'est la maison le bateau, quoi. C'est un peu ça aussi. Mais quelque part un petit peu. D'ailleurs, on reconnaît bien à l'intérieur qu'il y a plusieurs signes qui montrent que ça fait un peu bateau, quoi. Mais le but c'était de faire une maison qui se voulait principalement bioclimatique et autonome en énergie. Photovoltaïque, c'est un peu mon truc quand même. D'abord, il participait avec les petits kits que je fournissais, il participait à plus d'équité sociale certainement, hein, pour des gens qui étaient avec la bougie ou la lampe à pétrole. Ça je l'ai vu trop souvent, quoi. Donc je peux en parler de ça. C'était pour eux, pour ces gens-là, c'était vraiment quelque chose d'important, quoi, très important, quoi. La lumière, le soir. Pourquoi eux, ils n'auraient pas eu droit à la lumière, quoi. Puis le photovoltaïque, pour moi, c'est une solution rentable en plus, hein, très vite amortissable par rapport à l'énergie fossile, quoi. Et je me veux d'avoir une maison positive, quoi, puisque je ne consomme aucune énergie fossile quasiment, quoi. Depuis 40 ans, la quantité de déchets a explosé. Les décharges sauvages qui défigurent le paysage se sont multipliées et les dépotoirs sont arrivés à saturation. Si on s'est contenté pendant des années à enfuir pêle-mêle nos déchets dans des dépotoirs en y mettant le feu, cette pratique n'est plus à la hauteur des enjeux. Les substances toxiques qui s'en échappent empoisonnent gravement les cours d'eau et les nappes phréatiques et les fumées polluent l'air qu'on respire. Même si des progrès ont été réalisés, qu'il s'agisse de déchets verts, de plastique, de papier, de verre ou d'aluminium, la quantité de matériaux valorisables est considérable. Quelques citoyens courageux ont décidé de passer à l'acte en organisant à leur échelle la collecte, le tri des déchets en vue de leur recyclage. On avait décidé au fait de lutter contre les dépotoirs sauvages sur le territoire. Et bien que l'idée ait plu à l'époque à tout le monde, on s'était heurté à pas mal de difficultés en retournant sur le terrain. Donc on a décidé par la suite de changer notre fusil d'épaule en quelque sorte et de proposer au fait nos services aux entreprises qui créent du déchet afin que ces déchets au fait n'atterrissent pas dans notre nature. On avait pu constater à plusieurs reprises que la Calédonie au fait finissait par se dégrader, enfin ces paysages qui sont magnifiques finissaient par se dégrader par justement l'apparition de dépotoirs sauvages, de choses qui nous semblaient complètement aberrants, mais c'est vrai que rien n'était proposé au fait pour avoir une autre façon de gérer le déchet. Et on s'est attelé au fait à ne plus faire du déchet un déchet, mais une matière valorisable. Donc c'était important pour nous au fait que les gens comprennent que rien ne se perd, tout se transforme, et que cette matière qu'on abandonnait sur le bord de route était en fait une matière qui pouvait être anoblie en quelque sorte, et pour en faire des produits dont tout le monde a besoin. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette filière qui à l'époque était totalement inconnue sur le territoire, parce qu'il y a 10 ans quand on parlait de recyclage, les gens ne savaient pas du tout ce que c'était et voyaient tout de suite le recyclage comme quelque chose de contraignant et de plus cher. Alors en fait, nous on offre des prestations en fait, aux entreprises et aux institutions qui correspondent en fait, au recyclage global de leurs emballages. Bien sûr, on est appelé à collecter d'autres matières. Il arrive que nos clients nous demandent de collecter des matières qui n'ont rien à voir avec les emballages. Mais notre cheval de bataille et notre attribution première, c'est le recyclage des emballages plastique, papier, carton, verre, ferreux et non ferreux. Il faut savoir que nous, même si on traite quand même beaucoup de matières, on ne traite que un peu plus de 3000 tonnes par an. Et que sur l'ensemble de la province sud, il y a quand même 226 000 tonnes de déchets générés.
J'ai travaillé pendant une 40aine d'années dans la santé, directement dans la santé ou autour de la santé ou alors dans la formation de la santé. Et en produisant de l'engrais de poisson, moi j'ai vraiment l'impression de continuer à faire de la santé publique, de travailler pour la prévention, pour que les gens continuent à être en bonne santé et puis surtout pour laisser vraiment cette terre vivante à nos enfants, aux petits-enfants. Qu'on se dise, notre passage n'a pas été qu'un passage où on a détruit, comme certaines générations qui en ont rien à faire. Moi, je me dis, il faut être en conscience. On ne peut plus être dans l'inconscience actuellement. Et donc, il faut que chacun, à sa place, fasse ce qu'il doit faire. Et moi, c'est une façon de faire ce que j'ai à faire en produisant cet engrais poisson et pour l'avenir du pays. Alors, ce qui est intéressant avec les grains de poisson, c'est que ça apporte, on va dire, les éléments habituels, l'azote, la potassium, le calcium, les oligo-éléments, le phosphore. Pourquoi l'engrais de poisson ? Parce que mon mari, depuis très longtemps, était intéressé par la valorisation des engrais de poisson et qu'il y a 1000 tonnes de déchets de poisson qui sont jetés chaque année en Nouvelle-Calédonie. Oui, je pense que ça a beaucoup d'avenir. D'abord parce qu'on ne va plus pouvoir manger tous ces légumes qui sont pollués par les engrais chimiques. Ça entraîne une épidémie de cancer mondial. On sait bien que c'est multifactoriel le cancer, mais un des facteurs énormes est la nutrition. En fait, on n'a plus aucun déchet qui n'est pas utilisé. Tout est valorisé. Et même quand on vide complètement les bidons, on les rince avec l'eau et l'eau n'est pas jetée, on la met dans des bidons comme ça, voilà, là-dedans, et avec l'eau de lavage, donc avec le produit qui reste, et nous on s'en sert pour aller arroser nos champs, nos arbres et tout. Donc il n'y a rien qui est perdu. Dans le Pacifique, les monuments sont rares et pourtant, les peuples océaniens y cultivent une identité forte. Solidement ancrés dans l'esprit du pays, ils résistent au choc des cultures et transmettent de génération en génération leur langue, leurs coutumes, leur alliance ancestrale qui constitue leur spécificité. J'ai une sculpture qui s'appelle Saumauli. Saumauli, ça veut dire résurrection, tu vois. Ça veut dire ça, quoi. Directement, ça veut dire... Cette sculpture, ce bois-là, il était tombé il y a des années, quoi. Je pense qu'il a 200 ans, quoi. Et à chaque fois que je rentrais dans cette forêt, eh bien, j'allais m'asseoir sur ce bois. C'était un arbre énorme, quoi. Je montais dessus, toi. Et je me dis, purée, un de ces quatre, j'ai vraiment envie de lui redonner une autre vie, quoi. Parce que c'est dommage, il est tombé il y a 200 ans. Et là, il va pourrir, il va mourir et tout. Et un jour, à cet endroit, ils ont fait un collège. Ils ont fait un grand collège et tout. Puis après, ils ont dit, on va prendre ce bois-là, on va donner au sculpteur, puis on va lui dire de faire quelque chose. Et donc, ils m'ont amené le bois un matin, comme ça, ils ont déposé chez moi. Un truc énorme, quand je suis arrivé, ça dépassait même ma maison, quoi, et tout. J'ai dit, voilà, il faut que tu fasses une sculpture, quoi. Je lui ai redonné la vie à cette sculpture-là, quoi. Et en fait, j'ai raconté toute l'histoire de cet endroit, quoi, qui était... Ces vieux qui étaient morts à l'époque et tout, à cause de la lèpre et tout. Et il restait que 7 vieux. Et ces vieux, ils ont redonné la vie, quoi, dans cet endroit, dans cette tribu. Et donc j'ai raconté, j'ai fait hommage à il y a un vieux qui est debout. Il est assis tout en haut de la sculpture et tout. Puis il y a les branches qui montent au-dessus de sa tête. Et en fait, c'est sa culture. Parce qu'en fait, la culture, elle est amenée à s'ouvrir vers les autres. Donc on ne peut pas la garder. Donc là, il l'a mis au-dessus de sa tête et tout, quoi. Et là, on le voit. Et sur sa sculpture, sur cette couronne, toi, cette couronne, on voit tous les symboles de l'hospitalité, tu vois, c'est la chaleur et tout. Il y a tous ces symboles, quoi, toi, qui sont en train de se perdre, quoi. Qui sont en train de se perdre dans les tribus partout, quoi. Et donc, dans les sculptures, on essaie de redonner cette valeur et puis dire aux jeunes que voilà, à un certain temps, il y avait des vieux qui ont donné vie, qui ont donné une vie à cet endroit. Mais aujourd'hui, il faut la préserver, quoi. Pas préserver. C'est vrai qu'il faut préserver. On préserve la nature, quoi. Mais en préservant la nature, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des valeurs qu'on doit les préserver, quoi. Parce que quand on a ces valeurs, eh bien, on préserve mieux la nature, quoi. À travers des chants, des danses, des sculptures, des œuvres originales, des jeunes et des moins jeunes retrouvent l'estime de soi.
et contribuent à développer un art de vivre en accord avec eux-mêmes, avec les autres et avec leur environnement. Ils démontrent que la richesse ne tient pas nécessairement à la course à l'argent et l'accumulation de biens et que l'expression artistique constitue le meilleur moyen de jeter des passerelles entre les communautés et de forger un destin commun. J'ai déconnecté la télé depuis 3 ans. Et mes 2 filles, Kenza et Jaya, je veux qu'elles grandissent sans le contact de ça. C'est-à-dire que le soir, nous on se retrouve, on joue de la guitare, on joue de la flûte, elles lisent des livres, elles font de la poésie. Maintenant, elles ont commencé à faire de la poésie. Et parce que je vois que la télé, le bouquet satellite qu'on a maintenant, là, il est tellement fourni que tu peux allumer la télé le matin à 6h et puis l'éteindre à minuit ou la laisser tourner, que ta vie, elle va tourner autour de ce petit carré là. Et je vois que la mentalité, elle change. En 2006, quand je travaillais, 2006-2007, je travaillais pour INCO là, à Goro, à l'usine de Goro. Nous, on est arrivé dans les débuts, c'est-à-dire que quand on a ouvert certains endroits là-bas, on arrivait le matin, c'était une forêt devant nous. On était avec les dumpers, les grues, les pelles hydrauliques. Et quand on partait le soir, c'était c'est comme la route là, il n'y a plus rien. C'était nickel, on avait tout rasé. Et moi, ça me faisait drôle de faire ça. Pourtant, l'argent, il y avait de l'argent, on touchait beaucoup d'argent, tout ça. Mais le fait de détruire comme ça la nature, ça m'a... Au bout d'un moment, je ne me suis plus reconnu dans ça. Donc c'est pour ça que je suis parti. J'ai compris que les artistes étaient des intellectuels. Et qu'à travers eux, le message était aussi important de faire passer. Les artistes sont dans la tradition, sont contemporains, mais ils portent un autre regard, un regard nouveau sur ce qui va arriver. D'ailleurs, on fait appel à eux pour de la création, pour imaginer comment on peut construire une structure sur la Lune, sur Mars. Et il y a des gens qui vont penser à créer ces projets. Et ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes avant-gardistes. Et je répète, ce sont des intellectuels. Hein, c'est comme l'écriture. L'écriture, ce n'est pas que des mots. Là, le regard d'un artiste, ce n'est pas que simplement son regard. C'est à travers justement le regard de l'artiste qu'on peut découvrir et imaginer, laisser voyager sa pensée. Et surtout, aller pour préserver notre environnement. C'est le plus important. Le seul paradis qu'il y a dans le monde, c'est sur Terre. Et malheureusement, les hommes en font un enfer. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on ne vit qu'une fois, on ne reviendra pas pour gommer nos erreurs. J'ai vécu ma jeunesse dans la forêt, dans divers endroits de mon espace environnemental dans la tribu. Et on a profité de cet environnement. La rivière, il y avait plein de variétés de poissons. Il y avait plein de variétés de crevettes. Aujourd'hui, il faut les chercher et tu n'en trouves plus. Hein, il y avait des mulets noirs, on ne les voit plus, la famille des loches aussi, là. Des tout petits jusqu'aux plus gros, comme ça, là. Hein, et ce qui est important aussi, c'est que le Pacifique sera la future richesse du monde demain. Parce qu'on a été sur la Lune, mais on n'a pas été jusqu'au fond de l'océan. Hein, nous, on est petits par nos îles, mais on est grands par notre océan. Il est important aussi de protéger le tour du pays, c'est important.